Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dis qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez votre émission sur la chaîne YouTube Chroniques Terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Au sommaire de nos chroniques terriennes, au théâtre d'Aurillac jusque fin juin, vous pourrez admirer une exposition d'affiches de concert. Frédéric Lefalaire, professeur au lycée Saint-Géraud, nous la présente. À Mourjoux, les 9, 10 et 11 juin se tiendra le premier salon des sites remarquables du goût. J'ai interviewé Pascal Pigagnol, président du SRG Mourjoux, Châtaigneraie Cantalienne. Le 2 juin dernier, au stade Jean Alric, les employés d'une vingtaine d'entreprises cantaliennes se rencontraient pour le 5e tournoi de rugby à toucher. Jean Bessières, président du comité départemental de rugby, nous en parle. Quittons le Cantal pour la Mayenne, où Lise Ledeul, qui est passée par l'incubateur Landestini, œuvre pour améliorer les relations entre les humains et les animaux. Enfin, vendredi dernier, à la Java des Paluches, j'ai tendu mon micro au groupe punk rock clermontois Foxhole. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Frédéric Lefalaire, prof d'art appliqué, plutôt orienté graphisme au lycée Saint-Géraud d'Aurillac. Ce soir, donc, nous sommes à un vernissage au théâtre pour une exposition d'œuvres qui ont été réalisées par des élèves. Voilà, c'est une espèce de rétrospective en fait de tout un projet qu'on mène depuis quasiment 20 ans en mixant graphisme et musique actuelle, de passion personnelle que j'ai fait le choix de combiner en fait pour appréhender avec les élèves le graphisme, mais à travers le biais de l'affiche de concert, plus particulièrement l'affiche de concert sérigraphiée, qui est un type d'affiche un peu particulier, qui est davantage une affiche souvenir que les gens emportent du concert, plutôt qu'une affiche promotionnelle, puisqu'elles ne servent pas du tout à annoncer le concert, elles sont imprimées vraiment le jour du concert, sur place, et vendues à la sortie comme un souvenir, quoi. Oui, des affiches, des sérigraphies destinées à être conservées chez soi et à être exposées essentiellement. Oui, parce que le fait que ce soit tiré en sérigraphie leur confère un petit aspect un peu unique, hein. C'est du tirage artisanal, manuel, donc c'est des tirages limités qui ont valeur un peu de... Alors collector, c'est un grand mot employé des fois à tort et à travers, mais il y a quand même cette idée-là de faire quelque chose qui ne soit pas du jetable et qui soit une affiche imprimée sur un beau papier qu'on conserve, voire même qu'on encadre comme un souvenir d'un moment vécu sur scène un peu mémorable, quoi. Les concerts laissent des souvenirs et ça permet de les faire se poursuivre les années suivantes. Oui, parce que là, moi, par exemple, de voir ces quasiment 70 affiches rassemblées, pour moi, c'est chouette parce que ça correspond aussi à 70 paquets de souvenirs, des souvenirs de concerts, des souvenirs de rencontres avec les artistes, les groupes. Systématiquement, on leur offre des sérigraphies, on les voit avant ou après le concert, un peu en privilégié. Et puis des souvenirs tout bêtement de travaux partagés avec les élèves, travail collectif, convivial, créatif, dans la joie et la bonne humeur en général, quoi. Ça permet aussi aux élèves de rencontrer ces artistes ? Oui, l'idée c'est aussi évidemment d'ouvrir un peu le champ aussi d'approche musicale des élèves. Bon, je suis pas prof de musique, hein, mais c'est un truc que j'aime, quoi. Et évidemment, je suis pas de la même génération qu'eux, donc on n'écoute pas la même musique. C'est plutôt moi qui choisis les artistes sur lesquels on travaille, hein, avec mes collègues. Mais bien souvent, le fait de travailler sur un artiste, même qui ne connaissent pas au départ ou qui leur paraît très loin de leur univers, le fait de travailler dessus et puis d'aller le voir sur scène et puis de le rencontrer en amont du concert, de partager ces moments-là un peu d'intimité avec eux, permet aussi d'appréhender différemment leur univers musical et puis de découvrir justement des artistes vers lesquels ils n'auraient pas été spontanément. Je pense à des gens comme des Daniel Dark, des Miosek, des Dominica ou des groupes un peu obscurs américains, des John Spencer, etc. Des artistes
artistes un peu confidentiels, qui ne font pas partie de leur univers, parfois de celui de leurs parents, en tout cas de celui des profs, mais c'est une façon aussi voilà, de partager cet enrichissement un peu culturel, on peut dire, quoi. Ils font des études artistiques, mais est-ce que finalement c'est pas aussi quelque chose de bien pour eux de sortir de leur zone de confort et puis de découvrir effectivement d'autres univers? Alors là on parle d'univers musicaux, mais justement des choses vers lesquelles ils n'iraient pas spontanément. Finalement ça les aide aussi à se projeter et aller au-delà peut-être, non? Oui, bah, il y a une vraie ouverture après à travers la musique, mais aussi à travers je ne sais pas si je réponds à votre question, mais à travers des univers poétiques, des univers littéraires, osons les grands mots, hein, des univers visuels, parce qu'on travaille souvent sur des artistes qui sont, notamment sur les artistes français, qui ne sont pas évidents à aborder. C'est pas forcément de la chanson facile, hein. Les textes de Miossec, faut se les coltiner quand même. C'est des univers un peu durs, des types qui ont pas mal vécu, qui ont bourlingué, qui emportent aussi les stigmates, hein. Donc c'est aussi une façon de prendre au sérieux en fait un art, hein, la musique, et d'essayer de rendre hommage aussi à ces univers-là singuliers à travers un travail graphique qui soit, si possible, à la hauteur aussi de cette exigence artistique, quoi. Une façon d'ouvrir son esprit. L'actualité est là, j'ai vu qu'il y avait une affiche qui concerne Jean-Louis Murat. Et oui, on en a même mis deux là en exergue, là, l'une qui date de l'année dernière, hein, il y a un peu plus d'un an, hein, je crois que c'était le 2 mars 2022, et puis une autre un peu plus ancienne, il y a quelques années. C'est un type qu'on avait 3 fois, on a fait des concerts 3 années différentes là, avec Murat. 2 fois on a fait des sérigraphies, donc c'est vrai que là on a fait le choix de les mettre un peu en évidence là, dans l'expo, parce que voilà, c'est le gars du coin, et puis je pense que ça a touché tout le monde, hein, cette disparition un peu brutale à laquelle personne ne s'attendait, a pris un peu tout le monde a accueilli un peu tout le monde à froid. Je vois un peu les réactions qu'il y a eu à la fois dans la presse, dans les médias et puis sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal de copains clermontois. On bosse beaucoup avec la coopérative de mai aussi à Clermont, qui était très proche de Murat. Bon, ça a été une vraie onde de choc, quoi. Et c'est vrai que nous, on avait fait des affiches pour Murat, on s'est dit, voilà, on va pas les mettre mélangés au milieu des autres. C'est une façon un peu, c'est un petit geste, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais une façon de commémorer. Ouais, de commémorer, de rendre un petit hommage graphique aussi à ce type qui méritait bien ça, quoi. Est-ce qu'il y a ici une ou plusieurs affiches qui ont des anecdotes spécifiques? Alors des anecdotes spécifiques aussi, je pourrais penser à celle de Arnaud, tiens, alors encore un type qui est mort cette année, hein, on ne fait pas dans la gloriole là aujourd'hui, mais Arnaud, c'était marrant parce qu'on avait commencé à imprimer la première couleur de l'affiche la veille du concert. Il devait se produire au théâtre, alors je ne sais plus l'année, on l'a là-bas sous les yeux, donc on peut se déplacer. On la verra. Et en fait, on imprime la première couleur de la sérigraphie la veille du concert pour imprimer la deuxième le jour même. Et on avait fini d'imprimer la première couleur et il y a un copain qui m'appelle, Fred Serrager, qui à l'époque bossait au théâtre, et qui me dit Arnaud est annulé, c'est repoussé d'un an le concert, et ce sera au Parapluie à Nocelles dans un an. Et on dit putain, on avait déjà imprimé l'affiche, une partie de l'affiche avec la date dessus, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter 120 feuilles qu'on a imprimées. On s'est dit non, on va la mettre de côté. Et en fait, l'année d'après, on a imprimé la deuxième couleur par-dessus en rayant la première date et en griffonnant une deuxième date par-dessus, mais du coup en intégrant cette rature dans le graphisme de l'affiche, en se disant que pour un type comme Arnaud, qui était un peu borderline et un peu bancal, enfin l'image du bonhomme, finalement cette espèce de rature gribouillis, de changement de date avec une flèche, et finalement ça passait assez bien avec le personnage, et ça rajoutait une petite touche un peu locale et pittoresque à l'affiche, quoi. Et ça, c'est une belle anecdote. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite tout le succès possible pour cette exposition. Merci beaucoup, en tout cas c'est toujours un vrai plaisir pour nous de sortir ces affiches de leur atelier où elles séjournent pour les exposer au public, parce que finalement elles ont une durée de visibilité très éphémère, hein. C'est le soir du concert, uniquement les gens qui vont au concert qui voient l'affiche. Et là on va pouvoir les voir pendant combien de temps? Là l'expo dure un mois, tout le mois de juin là, et il y a à peu près 70 affiches de concert là, qui sont exposées.
À Mourjoux, les 9, 10 et 11 juin, est organisé le premier salon des sites remarquables du goût. Lors d'une conférence de presse, Pascal Pigagnol, président du SRG Mourjoux Châtaigneraie Cantalienne, nous en a expliqué le déroulement. Je lui ai demandé si ce premier salon était la suite logique des efforts de développement de la châtaigneraie cantalienne. Oui, c'est ça. En fait, on a été labellisé Mourjoux Châtaigneraie Cantalienne en 2018. Et effectivement, tout ça dans le prolongement de toutes les actions qui avaient pu être menées à Mourjoux et puis en Châtaigneraie pour revaloriser le châtaignier. Alors l'intérêt de notre association du site remarquable du goût, c'est qu'elle regroupe tous les gens qui transforment ou produisent de la châtaigne. Enfin tous, en tout cas une grande partie. On a une trentaine d'adhérents. Et donc ces gens-là commercialisent, transforment la châtaigne. On a décidé d'organiser un premier salon des sites remarquables du goût pour inviter les autres produits emblématiques des régions de France qui sont eux aussi labellisés. Donc on aura une quinzaine de sites du goût qui seront présents, avec au total 23 exposants qui viennent de 14 départements. Et parmi eux, il y a en particulier 7 adhérents de notre site remarquable du goût qui eux présenteront évidemment des produits à la châtaigne. Alors on a quelques produits prestigieux qui viennent, que ce soit je sais pas, le Châteauneuf du Pape, on a les sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Roquefort, les lentilles du Puy, on a nos amis de la Châtaigne du Périgord qui seront là, la truffe noire de l'Albin qui aura le champagne des vins d'Orissé, les moules de Bouchot de Pénestin, le chasselas de Moissac, le cognac de Grande Champagne par exemple, et puis donc un certain nombre de représentants de notre site du goût à nous. L'idée, c'est vraiment de proposer un voyage gourmand, si on veut, à Mourjoux et que les gens puissent découvrir d'autres produits. Et ça permet aussi, évidemment, à d'autres régions de France de venir chez nous et de découvrir nos produits et nos savoir-faire. Lors de ce salon, y aura-t-il des animations ? Oui, alors on a la chance d'avoir déjà Odile Mattei, qui est une ancienne journaliste gastronomique, toujours un petit peu en activité d'ailleurs. Odile Mattei qui sera la marraine du salon et qui va effectivement animer avec des chefs des démonstrations culinaires, avec l'idée de marier la châtaigne avec les différents produits qui seront présents. Alors il y aura des démonstrations tout au long du salon avec des chefs cantaliens, par exemple Didier Vaille, Alexandre Huguet-Bataille du Mozart, Louis-Bernard Puech, ancien chef étoilé Michelin, Renaud Darmanin, le chef étoilé de l'Auberge de la Tour, ou Didier Guibert des 4 saisons à Aurillac. Ce premier salon ne remplacera pas le rendez-vous d'octobre. Alors c'est deux choses différentes. La foire de la châtaigne, bien sûr, continue à être organisée en octobre, à la saison des châtaignes. La spécificité de cet événement et son intérêt aussi pour les gens qui produisent de la châtaigne, c'est qu'il est hors saison. À un moment, les gens ne passent pas forcément à la châtaigne et ça permet de mettre aussi la châtaigne en valeur à ce moment-là, qui n'est pas forcément celui de la pleine saison des châtaignes. L'accès au salon est gratuit pour tout le monde ? Oui, c'est ça. L'accès est gratuit pour les visiteurs et il y aura un certain nombre d'animations, que ce soit des animations musicales, en plus des animations culinaires, et puis les gens auront aussi la possibilité de visiter à Mourjoux notre maison de la châtaigne, le musée, pendant tout le week-end. Il y avait un commerçant, je vous dis, qui était chalant. Quand il avait à chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ce gai refrain: ses carottes puis ses navots, venez voir comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vartes. Quand le printemps est arrivé, il a commencé à chanter. Viens d'en voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous de la botte. Des radis puis de la salade, des betteraves puis de la rhubarbe. J'ai du vrai sirop d'érable fait avec de la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vartes. On l'entend dans les ruelles, la bouche pendue aux oreilles, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des bons concombres, on en a pour tout le monde. Il y en a pas dans le quartier qui a des bons concombres comme moi. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roux, des vartes. Quand
Quand vient le temps des bleuets, il faut le watcher de près. Des belles prunes et puis des fraises, des groseilles puis des framboises. L'autre jour en m'en allant, j'ai pas vu le commerçant. Ses casseaux n'étaient pas pleins, il en faisait deux pour un. Quand le temps est arrivé, il vient tout décourager. Il va vendre sa wagon pour un petit flacon de gin. Il s'en va tout de travers, en faisant aller ses mâches claires. Je vous dis quel débarras, il chante plus depuis ce temps-là. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des marmots et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des vertes. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des vertes. Légumes, poireaux, beaux choux, des varts. Oh, on en a des légumes, Poireaux, oh oui, on en a des beaux choux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des verts. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des verts. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots et des betteraves. Radio Pays d'Aurillac. Jean Bessières, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous ce qui se passe aujourd'hui au stade. Eh bien aujourd'hui c'est la 5e édition du tournoi inter-entreprise de rugby à toucher. C'est une opération que nous avions lancée au comité départemental avec Hugo Bouissou, le demi-mêlée du Stade Aurillacois, alors qu'il était stagiaire chez nous et étudiant à l'IUT en 2017. Donc on a eu une petite interruption due à la crise Covid, bien sûr, pendant 2 ans. On avait repris l'année dernière. Et on est très content parce qu'en 2017 il y avait 4 équipes. En 2018 c'était Mathieu Lescure qui nous avait aidé à l'organisation. On en avait eu 12. L'année dernière on en avait 16 et aujourd'hui on en a 20. Donc c'est une mayonnaise qui prend. Et nous sommes très satisfaits de voir la variété des équipes. Il y a des entreprises de services, il y a des entreprises de production, il y a des entreprises du milieu médical, il y a des entreprises publiques. Et donc on est très content de ce brassage, avec aussi une obligation qui est dans notre règlement, c'est d'avoir des équipes mixtes. Donc il y a des filles dans chaque équipe, des filles ou des femmes dans chaque équipe. Et voilà, nous sommes très contents de voir que les entreprises du département, puisqu'il y en a même qui viennent de Neuve-Église, donc c'est pas à côté, les entreprises du département, petit à petit, prennent goût à cette action qui a donc lieu tous les ans au mois de juin, qui cette année devrait avoir quelques prolongements, puisqu'on est toujours en perspective de faire une nouvelle édition du rugby sur neige au Lioran au mois de janvier, puisqu'on en a fait une cette année. Et à l'occasion de la Coupe du Monde, je crois que la ville d'Aurillac et la CABA ont l'intention de mettre du sable pour qu'on puisse jouer au rugby sur la place Crespin devant le cinéma. Et donc on va à nouveau inviter les entreprises à venir pratiquer du rugby à 5 à toucher au moment de la Coupe du Monde en septembre-octobre. Alors c'est une belle réussite, en plus un bel exemple d'intégration, des équipes mixtes. Alors est-ce qu'elles jouent bien? Elles jouent très bien. Alors il y a parfois des surprises parce que les garçons comme les filles parfois n'ont jamais joué au rugby. Ils viennent parce qu'au sein de leur entreprise on leur dit il faut que tu viennes, c'est une sorte de défi. Et il y en a qui arrivent qui effectivement n'ont jamais pratiqué, des garçons comme des filles. Et donc c'est un peu curieux de voir comment vous savez bien que le rugby, la première cocasserie du rugby, c'est d'avancer en passant le ballon en arrière. Donc voilà, ils apprennent ça. Là il n'y a pas de plaquage, donc c'est quand même un peu libéré de toutes les contraintes. Un peu plus soft. C'est soft et les gens prennent beaucoup de plaisir. Voilà. Donc voilà, le gros principe, c'est la règle du hors-jeu et puis faire la passe en arrière. Après, voilà, il suffit de courir et c'était effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, intégration, je sais pas, en tout cas mixité. Et puis aussi, on parle beaucoup de sport santé. Et ben ça, il y a des gens qui sont sédentaires et qui viennent là faire un peu de sport et on trouve ça très bien. Oui. Voilà. Là, on est en plein air. En plus, c'est bien. En plus, on est en plein air. On nous avait annoncé des orages, mais apparemment ils sont passés. Ils ont eu la politesse de passer avant que nous commencions, donc tout va bien. Là, ça va se poursuivre jusqu'à 21h30, 22h. Voilà, jusqu'à là, ce qu'il n'y ait plus de lumière dans le ciel. Donc oui, hier j'ai regardé, c'était 21h40 où il commençait à faire bien nuit. Et donc ensuite, on passera dans les salons Louis Fagerowski pour fêter tout ça avec quelques amuse-gueules et quelques boissons. Voilà. Une troisième mi-temps. Une troisième mi-temps, sans excès bien sûr, mais en tout cas une troisième mi-temps avec beaucoup de bonne humeur, j'espère. Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Je le vois, perché sur le toit, qui me regarde d'en haut, mais moi je reste en bas. Je m'en fous, petit coq au long cou, la voix rauque et l'œil douteux ne me font plus rien du tout. On le dit, certains animaux sont lâches. Je l'entends, il est planqué pourtant, je reconnais
entre mille sons râles épuisants. Je m'en fous, vieux cheval à genoux. Les paroles et les promesses ne valaient pas un clou. On le dit, certains animaux sont lâches. On le dit, certains animaux sont lâches. Certains animaux, certains animaux, certains animaux. Certains animaux, il m'a plu parce qu'il avait plu. Tout est sec après l'averse, on m'y reprendra plus. Loin derrière, pauvre chat de gouttière, que j'avais pris pour un tigre ignorant sa litière. On le dit, certains animaux sont lâches. On le dit, certains animaux sont lâches. Certains animaux lâches, 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 lâches. Certains animaux, certains animaux, certains animaux, triste mal, l'homme est un animal qui dépasse d'une tête la meute en cavale. Triste roi, roi de n'importe quoi, les faux airs d'agneau blessés n'ont plus d'effet sur moi. On le dit, certains animaux sont lâches. On le dit, certains animaux sont lâches. Certains animaux. Radio Pays d'Aurillac. Lise Ledol, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Votre activité est assez particulière puisque vous essayez, ou en tout cas vous travaillez avec les humains bien évidemment, mais aussi les chiens et les poules. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et donc, votre but, c'est d'harmoniser les relations animal-homme. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les personnes dans leur relation homme-animal en partant de l'observation et de l'éthologie, en fait, qui est la science des comportements des animaux. Et vous êtes éthologue ? Non, moi je ne suis pas éthologue. Dans les partenaires de mon association, il y a une éthologue spécialisée en chiens. Oui, parce que chaque éthologue a sa spécification, enfin sa spécialité en tout cas. Voilà, tout à fait. Ce sont des études longues d'ailleurs, non ? Je crois. Tout à fait. Elle est docteure en éthologie et elle va continuer, je crois, cette année. Alors revenons à votre association. Vous pouvez la présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors ça s'appelle l'AREA, ce qui signifie l'Association d'accompagnement pour des relations éthologiques comme animales. C'est un joli programme. Oui, tout à fait. En fait, de par mon parcours personnel et professionnel, je me suis aperçue qu'avec les animaux, si on les observait, ça nous permettait de mieux les comprendre et du coup de mieux agir en conséquence pour leur bien-être et le bien-être aussi de l'homme. Vous vous intéressez tout particulière aux chiens et aux poules. Les poules, racontez-nous pourquoi, parce que c'est quand même pas quelque chose de commun. Oui, les poules, c'est un animal où je suis tombée dedans dès mon enfance.
avec une amie, quand on allait chez sa grand-mère, elle avait un poulailler et du coup on a réussi à les apprivoiser, on pouvait les caresser, les prendre sur nos épaules, etc. Et après, moi j'ai eu un parcours professionnel dans les productions animales et j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le contrôle et l'audit qualité, notamment en volaille. Ce qui explique pourquoi la poule. Et je trouve que c'est un animal très drôle et très important aussi, on va dire, dans le côté alimentaire de l'homme, pour avoir une protéine à domicile pas très chère et en s'amusant et en passant de bons moments en famille. Et là, on parle de l'œuf, bien évidemment. Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement, une protéine facile finalement à avoir chez soi. Il faut quoi? Il faut quelques poules? Oui, alors ça dépend de la consommation de la famille, du foyer. Mhm. Ensuite, on voit quel type de poule les personnes souhaitent. Ce sont des poules de réforme, donc des poules rousses qui sont issues d'élevage et qui ont fini leur travail. Mhm. Aussi, ce sont des poules d'ornement qui pondent pas de la même manière puisqu'elles n'ont pas été sélectionnées pour les mêmes raisons. Et ensuite, on voit l'espace disponible et l'aménagement. Enfin voilà, j'apporte aussi ce conseil-là pour que les poules soient bien chez les particuliers, aussi bien qu'elles peuvent être en élevage. Mhm. Pour des poules épanouies, il faut combien de mètres carrés par poule? Alors, il y a la surface en bâtiment qui est de 6 poules par mètre carré. Moi, je me base sur ce qui se fait en agriculture biologique. Mhm. Et ensuite, il y a la surface extérieure avec le parcours. Dans les faits, moi, je conseille pour qu'il y ait vraiment un parcours verdoyant, au minimum 20 ou 30 mètres carrés par poule. Mais ça peut être aussi en rotation ou en déplaçant le poulailler pour obtenir cette surface. Oui, ça peut être en fait des clôtures mobiles pour qu'elles ne soient pas Tout à toujours fait. au même endroit. Tout à fait. Pour l'instant, vous êtes en association, bientôt une activité professionnelle autour de ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours? Alors, moi, j'ai fait des études, j'ai fait un master 2 en production animale à Tours. Ensuite, j'ai travaillé dans le monde agricole en tant que technicienne en élevage de porcs pour être dans le concret, voilà, dans la réalité. Et puis après, j'ai bifurqué après différents travaux, différents jobs pour faire donc ma carrière, enfin une grande partie de ma carrière dans le contrôle pour un organisme certificateur indépendant. Et donc les productions pour lesquelles j'intervenais étaient principalement la volaille, de ponte, de chair, en label rouge, et j'ai fini en étant en bio. Oui, quand même une démarche personnelle orientée vers le bien-être animal et vers l'écologie. Tout à fait. Et de plus, j'ai même participé, puisque maintenant ça se développe dans les élevages, avec le développement de la charte bien-être qui apparaît sur les étiquettes des poulets notamment. Donc j'ai participé à ce type d'audit dans les élevages. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour les particuliers, pourquoi pas les accompagner. Oui, parce que à terme, vous souhaitez vous adresser plus particulièrement aux particuliers qu'aux professionnels? Alors plutôt aux particuliers, aux collectivités, et puis sur du moyen terme, ça pourrait être au monde agricole, plutôt aux paysans qui ont des ateliers complémentaires en volaille, par exemple un maraîcher qui peut avoir une cinquantaine de poules et qui souhaite être autonome dans la production de ses poules ou qui souhaite améliorer ses poules. Oui, finalement, vous vous adressez à des personnes qui vont avoir une démarche plutôt individuelle, même si c'est un peu pour la vente, mais en tout cas pas des démarches industrielles. C'est ça. Et tourner vers le bien-être des poules. Et ça peut être aussi des projets collectifs en collectivité. Oui. Par exemple, des projets intergénérationnels sur une commune, entre une maison de retraite et une école. Là, j'ai travaillé sur un projet pour la rentrée en Indre-et-Loire, donc qui peut tourner autour de... Ça peut être monter un poulailler collectif, monter une équipe pour gérer un poulailler collectif, ce qui crée du lien aussi, ça c'est important pour moi. Et du coup, autour des animaux, ce qui permet de faire un effet un peu médiation pour les animaux. Ça peut se faire aussi, par exemple, dans un lotissement, ça. Oui, tout à fait. Ça occupe un peu tout le monde, ça occupe les enfants, et ça permet aussi d'obtenir des œufs. C'est gagnant-gagnant. Tout à fait. Et puis ça permet de parler aussi des thèmes en lien avec l'endestimie sur le potager, parce qu'il y a vraiment une boucle à faire entre le poulailler et le potager. Donc, tout à fait. Alors j'allais y venir à Landestini, puisque vous êtes passé par cet incubateur. Oui. Pourriez-vous nous parler un peu de cette expérience? Alors moi, j'ai découvert l'incubateur par une de mes cousines qui a vu passer leur appel à candidat. Maintenant, ça fait déjà 1 an et demi.
Et j'avais mis un peu de côté le projet poule en me disant je sais pas trop où aller, comment. Et j'ai candidaté. Et du coup, mon projet a été retenu après avoir vu le jury. Et vraiment, j'ai adoré cette formation avec l'incubateur. Il y a une super énergie. C'était 2 journées de formation par mois en présentiel ou en visio. Donc moi, je les ai fait une partie en présentiel et une partie en visio, parce que je suis en Mayenne. Moi, j'ai vraiment trouvé tout ce dont j'avais besoin au cours de l'évolution de mon idée, en fait, pour la concrétiser et pour avancer. C'était vraiment des interventions très pertinentes avec soit c'était Emma de l'incubateur qui faisait les formations, soit il y avait des intervenants extérieurs et ça permettait vraiment d'avancer dans le cheminement de l'idée jusqu'à la création du projet et voilà. Pour vous, l'incubateur, c'est clair, vous le dites, ça a été bénéfique. Complètement. Ils nous ont mis dans la réalité, en fait. Qu'est-ce qu'il faut pour que le projet il existe, comment on fait pour que ce soit réaliste en fonction des clients potentiels, en fonction des idées, en fonction de... Enfin oui, vraiment, ils ont balayé tous les thèmes, la communication, le marketing, le commercial, pour nous donner toutes les clés. C'est intense et en même temps, c'est très humain et ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Je suppose qu'il y a des points qui ont pu vous surprendre finalement, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et peut-être qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles vous avez pu vous dire oui, peut-être que là j'allais pas dans la bonne direction aussi. Oui, du coup grâce à leur en plus des journées de formation, on a un suivi individuel qu'on adapte à nos besoins. C'était une fois par semaine. Ces échanges-là m'ont vraiment permis de m'éclairer avec l'expérience d'Emma ou de Sacha pour me poser des questions et savoir si c'était réaliste ce que je proposais, est-ce que même en gestion de temps, en gestion d'énergie, est-ce que ça valait le coup d'aller vers cette piste-là, de se recentrer sur l'essentiel du projet. Et peut-être aussi avoir un modèle économique viable aussi. Oui, tout à fait. Bien que votre démarche, ou que même la démarche de Landestini soit une démarche vers l'environnement, vers le bien-être, en règle générale, ça doit aussi mener à une activité avec laquelle on peut vivre. Oui, tout à fait. Donc on a beaucoup parlé de la tarification, du prix. Moi, ça m'a permis aussi beaucoup d'évoluer sur ce chemin, de me dire que l'argent était nécessaire dans notre monde pour vivre. Et du coup, de me dire que oui, c'est aussi un moyen de se valoriser que de mettre un prix de prestation au niveau des activités. On ne mange pas que des œufs. Voilà, c'est ça. Ça a fait partie des choses pour lesquelles Landestini vous a aidé. Est-ce que Landestini vous a ouvert les yeux, par exemple, sur certaines choses auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé, par exemple? Oui, mais en fait, il y en a plein, mais plein de choses au fur et à mesure de l'évolution. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur la manière d'approcher les gens et de vendre les activités. Sur le côté aussi humain, lâcher prise et se dire je ne me mets pas en posture de vente et je parle avec le cœur de mon projet et juste je suis là. Notamment, j'avais fait une promotion pour mon association sur une ferme où il y avait une vente de poules et je stressais énormément parce que je savais pas comment. J'avais l'impression qu'il fallait que je vende mon association pour attirer des gens, etc. Et donc la première fois, c'était très compliqué. Et en rééchangeant avec Emma, justement sur la posture à avoir, enfin ce qu'on avait pu voir en formation, elle me dit mais vas-y, comme tu es, parle de toi, parle de l'association, comme si tu allais rencontrer des gens, nos pressions. Et du coup ça m'a permis vraiment de me positionner différemment et du coup de lâcher prise et là ça a marché. Là j'ai pu parler, là j'ai pu toucher des gens, enfin voilà, parler de ce que j'ai ou tout de rien et en fait d'accrocher les gens sans me dire il faut que je touche des gens par ce que je peux proposer. Oui, ça vous a permis d'être plus sereine. Oui, tout à fait. Est-ce que vous faites partie d'un réseau de femmes créatrices d'entreprises? Non. Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépère au Wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa? Le bon pépère que son Kiki préfère. Et sa mémère alors? Et sa mémère? Où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère? Qui donne du sucre avec la boubouche? Il était où, hein? Le Yuki? Il était où le gentil Toutou? Il était où, hein? Le Yuki? Le gentil Toutou? Il était où? Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça? Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est qu'il était? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie? Où ça, hein? Où ça?
était là le beau chouki Kichou. Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui? Le beau poupou, le plus joli de tous les beaux nookies. Et c'est à qui tout ça? C'est à Kiki. À qui c'était les papates poilues? Il a que hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupinou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le Kiki? Il est à qui le gentil titoutou? Il est à qui, hein? Le Yuki? Le gentil titoutou, à qui c'est-il? Si c'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le Yuki? Si c'était pas à sa mamie? Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là le vilain! Kiki a mangé des bouts de caca. Non mais des fois, oh vilain tout plein. Non mais Kiki, qu'est-ce qui m'a fichu ça? Peux-tu venir ici gros dégoûtant? Et pas bouger assis debout couché à son panier, oh le méchant. Va te coucher, son pépère est fâché. Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère à Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux. Le plus cucu, hein? C'était qui? Mais qui c'est-il des deux le plus neuneux? Le plus neuneux, hein? C'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute façon c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui? De toute Radio façon, c'était Pays pas le d'Aurillac. Yuki. Et si c'était pas son Vous avez déjà travaillé d'ailleurs sur votre futur statut. Vous savez où vous allez. Vous dites auto-entrepreneuse, une entreprise, ou alors c'est en train de mûrir dans votre tête ça? Alors oui, là je suis en train de travailler dessus pour voir la possibilité d'un portage salarial par une coopérative. Une première étape, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors là, je travaille avec la SIAP, donc c'est la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que justement, je travaille autour des animaux. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une partie qui pourrait se développer au niveau du monde agricole et paysan. Et donc, je suis en train de voir pour le portage si c'est possible ou pas. Donc en faisant mon business plan et planning en même temps. Et après, si c'est pas possible avec la SIAP, il y aura d'autres possibilités. Ça peut être en Mayenne, il y a qu'au démarrage. Sinon, ce sera l'option de me mettre en individuel. Voilà, donc c'est en Oui, cours la Mayenne, autre gros département agricole, comme le Cantal d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors- Donc il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. C'est plus les vaches, non, en Mayenne, non? Oui, c'est plus les vaches, oui. Oui, c'est beaucoup le lait, tout à fait. Beaucoup le lait, oui. Bon, je suppose qu'il y a quand même des poulaillers, comme partout d'ailleurs. Oui, il y en a quand même. Le poulailler, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le monde. Tout à fait. Mais oui, parce que c'est quand même une source de matière, de nourriture facile pour l'humain, qui peut se produire, je dirais presque malheureusement en grande quantité. Mais oui, c'est. Et à faible c'est coût, très parce que commun. ça mange combien une poule par jour? Ça dépend de ce qu'on a envie pour la poule, mais les poules d'élevage peuvent manger une bonne centaine de quantités de grains par jour, plus qu'elles peuvent trouver sur leur parc. Pour celles qui Donc vont une à l'extérieur. centaine de grammes. On est à combien la tonne à l'heure actuelle? C'est un très faible coût finalement à l'élevage. Pour un rendu de protéines finalement. Oui, alors, ce qui coûte le plus cher, c'est l'aliment, je pense. Oui, bien sûr. La poule en soi, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Après, une poule en extérieur arrive à trouver quoi? 50% de son alimentation? Alors, c'est pareil, ça dépend suivant l'espace qu'elles ont et comment l'humain a aménagé son environnement. Mhm. Moi, je dirais qu'une poule peut, si elle est en liberté sur
chez des particuliers et que l'environnement est fourni en buissons, en petites, qu'il y a suffisamment d'insectes ou de quoi gratter, ou qu'il y a même des cachettes qui peuvent être mises avec des pierres retournées de temps en temps ou des bouts de tuiles, etc. Elle peut trouver ses sources de protéines très facilement dans un espace libre et être en bonne santé. Oui, parce que les poules, ça ne mange pas que du grain. Non, ça mange de l'herbe, du grain, ça mange beaucoup d'insectes. Ça peut manger beaucoup de choses, nos déchets alimentaires, une grande partie aussi. Oui. Et puis elle participe un peu à l'entretien du sol aussi. Tout à fait, en grattant, ça peut désherber des coins, on peut même les guider pour aller désherber les coins qu'on souhaite entretenir. Les parquer à des moments donnés pour nettoyer certaines parcelles. Les mettre sur un coin de jardin qui vient juste d'être tourné, par exemple? Tout à fait. Ça peut permettre d'enlever les graines qu'on ne souhaite pas qui repoussent tout de suite. Et ça permet de retourner, d'affiner la terre avec le grattage. Et en même temps, par leur fiente, elles enrichissent le sol. Gagnant, gagnant. C'est un animal très utile et à faible coût d'entretien. Pour un particulier, est-ce qu'il faudra qu'il envisage des soins vétérinaires ou ce genre de choses? Ça dépend de l'environnement dans lequel il met les animaux et comment il les soigne. Il peut y avoir déjà du préventif qui peut être fait. Moi, je suis beaucoup pour le préventif, pour tous les animaux d'ailleurs. Avec, par exemple, notamment acidifier un peu l'eau avec du vinaigre de cidre ou des choses comme ça, ou mettre un peu d'argile dans l'eau pour les aider aussi si jamais les personnes voient des fientes un peu trop liquides. Ça aide au niveau digestif. Et ensuite, après, oui, toujours garder l'idée que si l'animal est vraiment pas en forme, il y a le vétérinaire à consulter. Après, la difficulté des vétérinaires, c'est que c'est souvent des grosses quantités de médicaments qu'ils peuvent fournir, puisque c'est quand même souvent des animaux, d'élevage. Donc, des boîtes, c'est pour beaucoup, parce qu'une poule va prendre une toute petite quantité si c'est un animal. Mais après, ça peut aussi valoir le coup de se rassembler entre personnes qui ont des animaux, qui ont des poules, pour si jamais il y avait un souci, de se rassembler pour aller consulter le vétérinaire. Quelles sont les maladies les plus fréquentes avec les poules, par exemple? Alors, les maladies les plus fréquentes, elles peuvent avoir des vers. Ça, c'est pas une maladie, mais c'est plutôt un parasite. Oui. Après, on est beaucoup... en ce moment, depuis quelques années maintenant, c'est la grippe aviaire dont on parle beaucoup. Oui. Donc là, c'est pareil, sur le site du ministère de l'Agriculture, il y a pour les particuliers des choses à mettre en place pour que le poulailler puisse ne pas mettre les poules en contact avec les animaux de l'extérieur. Dans les maladies les plus courantes, après, en général, chez les particuliers, il n'y a pas tant de maladies que ça. D'accord, oui. C'est quand même un animal relativement résistant. Tout à fait. Ouais. Surtout que chez les particuliers, on retrouve soit des poules de réforme, du coup, qu'on extrait de l'élevage, donc elles sont en moindre densité, ou soit des poules d'ornement qui sont plus rustiques et plus résistantes. Par contre, ce que je peux peut-être rajouter sur les poules, c'est que du coup, je propose le permis poule. Alors, vous proposez un permis poule, ça c'est intéressant. Dites-moi en plus. Oui, alors le permis poule, c'est une formation sur une demi-journée qui a pour objectif de donner les clés aux personnes sur ce que c'est qu'une poule, ce dont elle a besoin pour être bien, quels sont les indicateurs qui me permettent de voir que ma poule va bien. Et l'idée, c'est qu'il y ait de la théorie et de la pratique. Vous venez donc avec des poules pour tester un peu? Alors, je vais là où il y a des poules. C'est-à-dire que, par exemple, à l'incubateur Landestini, j'ai monté un poulailler avec l'aide d'entrepreneurs et de bénévoles juste avant les portes ouvertes de l'incubateur, là, au mois de mars. Donc, on a monté un poulailler 100% récup, bien-être pour les poules, et j'ai fait un permis poule sur place. Voilà. Donc, avec lors des portes ouvertes, c'était ma carte blanche. Et donc, on a fait une petite heure de théorie avec des ateliers assez ludiques. Ça s'adresse aux enfants comme aux adultes. L'idée, c'est que ça puisse aussi être très accessible aux enfants et en même temps, ça peut être aussi très technique pour les adultes si besoin. Et après, on avait la partie pratique. On avait eu de la pluie ce jour-là, donc c'était bien aussi parce que ça permettait de dire, même s'il pleut, il faut aller s'occuper des animaux. Et du coup, la partie pratique, c'est d'observer les poules dans le bâtiment, de poser des questions sur l'aménagement, etc.
etc. Et aussi de pouvoir les manipuler, ce qu'on n'a pas pu faire ce jour-là, mais les poules venaient juste d'arriver, mais l'idée c'est ça, de pouvoir dire comment j'observe si ma poule elle a des poux, oui parce qu'il y a ça aussi comme petit parasite, ça aurait peut-être de prendre la poule, d'écarter les plumes et de montrer où est-ce qu'on peut les voir, quelle taille ça fait, s'il y en a ou il y en a pas, des choses comme ça quoi. Oui, puis alors rappeler aux gens que oui, les poules, bien que en grande partie ça peut se débrouiller relativement tout seul, il faut quand même être présent aussi. Tout à fait, que ça a besoin de soins réguliers et d'une présence humaine. Et puis du coup, ça permet aussi d'évoquer des questions. Oui, mais si je pars en vacances ou en week-end, comment je fais? Ou oui, alors j'ai des prédateurs. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour protéger mes animaux? Donc il y a ça aussi. Donc voilà, cette formation-là, ça permet de balayer les questions des gens. Et donc je m'adapte. En fait, ce serait très possible que si un jour je vais en vacances dans le Cantal, de réunir un groupe de personnes à Aurillac au poulailler pour faire un permis poule. Et dans d'autres endroits, même chez des particuliers, pour réunir des gens autour d'un poulailler. Et en même temps, moi, ça me permet de voir les pistes d'amélioration du poulailler. Enfin, voilà, gagnant-gagnant, organiser la formation. Ça pourrait même être organisé par une commune. Tout à fait, aussi. Puisque de plus en plus, on voit que malheureusement, les poulaillers peuvent poser des petits problèmes dans certaines communes. Donc, avoir une formation au préalable, ça peut être bien. Tout à fait. Ça peut être envisagé de réunir les villageois pour mieux connaître la poule et mieux savoir les gérer, aussi en termes d'entretien, en termes d'odeur ou en termes de nuisance que ça peut apporter pour le voisinage. Élise Ledel, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission des Chroniques Terriennes. Je vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'on aura prochainement de vos nouvelles quant à la suite de votre activité. Oui, je vous en donnerai avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
Bonsoir messieurs, nous sommes à la Java des Paluches. Vous allez jouer. Adrien, je suis le chanteur et guitariste rythmique du groupe. Moi c'est Duncan Croza et je fais la guitare lead. Ulysse Croza, bassiste. Ah, frère jumeau, oui. Bah, il y a quand même comme un air de famille. Hein. Voilà. Le nom du groupe, c'est qui me le donne là? C'est Foxhole. Foxhole, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors c'est du grand n'importe quoi? C'est pas du grand n'importe quoi, mais c'est Dadou qui va répondre à ça. Oui, peut-être plus répondre, c'est on s'est formé en 2015 et on a directement trouvé ce nom-là. Foxhole, c'est de l'argot de soldats américains. En fait, c'est le nom qu'ils donnaient aux trous qu'ils creusaient dans la terre pour se protéger des obus. En fait, donc ça date de la Seconde Guerre mondiale et guerre du Vietnam. Et c'est un peu cette idée de refuge contre le reste du monde, la protection contre le reste du monde, quoi. Quelque part, vous vous protégez du reste du monde, mais malgré tout, vous vous mettez en scène. C'est exactement ça. Comment décririez-vous votre musique? On va demander aux jumeaux. Comment décrire notre musique? C'est une sorte de punk rock, mélodique, assez mélodique, avec des influences post-punk. Quelles sont vos inspirations? Quels sont les groupes qui vous ont marqué? Quelle est la musique que vous avez écoutée qui vous a amené à faire ce que vous faites maintenant? Le souci, c'est que on a des groupes dont on s'est inspiré tous les quatre, mais globalement, on écoute plutôt chacun des choses un peu différentes. Donc du coup, je vais faire le tour. Tiens, allez. Alors, toi, tu écoutes quoi? Qu'est-ce que j'écoute? Après, moi, je dirais pour Foxhole, mais du coup pour moi aussi, hein, on a une grosse inspiration des Clash, des Cure, du post-punk aussi à cette époque, mais aussi des groupes plus actuels anglais comme Fontaines DC ou Idols. Oui, mais toi, ta musique, t'as quoi sur ton téléphone? Là, tout de suite. Oui, par exemple, ouais, vas-y, dis-moi ce que t'écoutes en ce moment. En ce moment, j'écoute le dernier album de Murder Capital et de Shame. Ah ouais, deux univers différents finalement. Différents, ouais. Ouais. Toi, tu écoutes quoi? À peu près la même chose. Et toi? Moi j'ai des racines très punk rock à l'ancienne, des premières années. Et avec ça, ça s'est greffé des influences post-punk, Cure, beaucoup de vieux groupes. En ce moment j'écoute aussi beaucoup de la scène française, des groupes Oi et post-punk en même temps. Et c'est un mélange assez mélodique. Hein. On a tous une base commune, on écoute beaucoup de groupes en commun. Mais aussi on a chacun un peu nos influences à droite à gauche. Et toi? Moi mon groupe préféré c'est les Who. Oui, alors... on n'est pas du tout on est plus dans le rock là. Oui, on est dans le maximum R&B. Alors prochainement ici, il va y avoir les Ramoneurs. Vous connaissez? Moi, j'écoute pas, mais je connais, oui. Ramoneurs de Menhir, ouais, c'est un groupe assez emblématique de la scène rock alternative et punk alternative français. C'est peut-être moins nos influences. Nous, on a toujours eu une influence assez anglo-saxonne pour la plupart de nos groupes, mais bien sûr, on connaît, oui. Vos textes sont en anglais d'ailleurs. Exactement, oui, ils sont en anglais. Pourquoi ? Je pense que c'est moi qui vais répondre à ces questions, étant donné que c'est moi qui les écris. C'est assez naturel en fait pour moi. J'ai toujours écouté des groupes anglo-saxons, américains, anglais, beaucoup anglais, australiens aussi. En fait, c'est venu assez naturellement. L'anglais, j'ai toujours eu dans l'oreille, donc c'était naturel en fait pour moi d'écrire directement en anglais. Est-ce que c'est pas aussi parce que finalement l'anglais est plus rock ? Si, parler d'un point de vue des syllabes, c'est certainement beaucoup plus facile de chanter en anglais. Le français peut sonner très bien dans le punk rock et dans le rock and roll, mais peut aussi sonner très mal. L'anglais, il y a quelque chose d'assez naturel, il y a une diction particulière qui fait que c'est beaucoup plus simple d'écrire. La scène punk rock française, elle était assez active dans les années 80. Est-ce que vous connaissez des groupes de ces années-là ? Ouais, on connaît pas mal de groupes. Il y a les Berus, mais là dernièrement, on a joué peut-être avec un peu entre guillemets des rescapés de ces années-là. On a fait la première partie des Vampas à la Copée de Mai. On a joué avec les Shérifs. Donc ça, c'est les Salles Majestés. Des belles références quand même. Ouais, voilà, mais c'est des groupes français qui sont restés un peu de ces années-là, quoi. Vous là, les jumeaux, pareil, c'est les mêmes influences, ça vient du même endroit ? Ouais, plutôt de la musique anglo-saxonne, américaine, britannique. King Gizzard ? King Gizzard, ouais. Et aussi. Je peux dire un truc ? À partir du moment où il y a deux batteurs dans un groupe, en général, là j'ai l'exemple de King Gizzard, des Ossies et de Meul, un groupe français fraîchement en vogue dans nos banlieues, qui est vraiment exceptionnel. Donc dès que c'est du garage avec deux batteurs, en général c'est exceptionnel. Si vous aimez la batterie, je vais quand même vous filer une référence des années 70. Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Iron Butterfly et je vais vous parler d'un album en particulier qui s'appelle Inagana Davida. Je vous invite fortement à écouter ça. Je pense que vous me remercierez. Ce soir,
soir, vous allez faire un set de combien de temps ? Étant donné qu'on est le seul groupe, je pense qu'on va jouer assez longtemps. Habituellement, c'est 45 minutes. Là, à mon avis, on va plus tirer sur 1 heure, voire plus, selon la motivation des gens. Pourquoi vous êtes venu à Aurillac et plus précisément dans le Cantal, puisque vous êtes depuis le Dôme ? Vous avez fait une rencontre ? Comment ça s'est passé ? Ça, c'est pareil, c'est Dado qui va répondre. Ah oui ? C'est plus moi qui m'occupe de trouver des concerts. On a la chance d'avoir des très bons copains clermontois et aussi toulousains, qui sont les Badass Motherfuckers pour Toulouse et Plastic Invaders pour Clermont, et qui nous ont absolument conseillé de venir ici. C'est vrai que nous, on a tendance à essayer de beaucoup sortir de Clermont, donc on a exploré pas mal de villes assez récemment. Aurillac, c'est la première fois. Là, j'avais des paluches, on me dit que c'était le meilleur endroit pour jouer ici. En tout cas, dans votre style de musique, c'est relativement vrai. Alors j'espère qu'un jour, on vous verra au Sismographe. N'hésitez pas à les contacter d'ailleurs, parce que je pense que vous avez quelque chose à apporter à Aurillac. On va vous écouter tout à l'heure. Vous avez des EP, des choses en préparation ? On a déjà sorti un disque qui s'appelle Semperfi il y a quelques années. Et là, dans un mois, on va sortir notre deuxième album. Dans 15 jours, on sort notre deuxième album, Jack of Heart. Et on fête ça à la Copée le 16 juin. Alors Semperfi, on est toujours dans les trous, on s'enterre. La marine américaine, les Marines américains, c'est quelque chose qui vous a marqué quand même. On a, c'est sûr, pour parler de manière plus personnelle, je sais que nous quatre, on est tous intéressés par l'histoire. On a un gros penchant pour l'histoire. Plus personnellement, moi, je suis très branché 20e siècle. J'ai toujours été intéressé, moi, par l'histoire militaire du 20e siècle, que ce soit les guerres mondiales, mais aussi les conflits qu'il y a eu pendant la guerre froide. Donc on a toujours eu un peu une influence au niveau des noms, mais aussi au niveau des visuels qui sont toujours un peu portés là-dessus. Ouais. Alors Semperfi, on va rappeler aux auditeurs ce que ça veut dire. Semperfi, c'est l'abréviation latine de Semper Fidelis, qui veut dire toujours fidèle. Bien que ce soit aussi la devise du corps des Marines aux États-Unis, c'est aussi une devise latine qui nous tient un peu à cœur, toujours fidèle. Toujours fidèle à vous-même. Ouais, c'est ça, toujours fidèle à nous-mêmes et à nos racines et à ce qu'on aime, ce qu'on est. En tout cas, j'espère qu'on vous reverra sur la scène locale aurillacoise et je vous souhaite ce soir d'avoir un super concert. Et moi, on va ajouter 2 mots. L'album qui sort là, Jake of Heart, du coup, on fait une release party à la coopérative de mai à Clermont. On joue avec 2 groupes, un groupe qui s'appelle Kokomoz qui est avec nous dans un label qui s'appelle Sixton Records, donc sur lequel, par le biais duquel on a enregistré notre disque. Et on joue aussi avec des Anglais, donc un groupe de post-punk qui s'appelle Loomer. Oui. Voilà, ça fait plusieurs bonnes raisons, je pense, pour venir à la Copée le 16 juin. Quoi. Alors à la Copée le 16 juin, écoutez, s'il y a des Aurillacois qui veulent venir, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je les encourage. Vous êtes un groupe super sympathique. La scène ici est assez petite. Vous vous sentez pas un petit peu à l'étroit quand même ? Ah non, parce que là, pour l'instant, là, au stade du groupe, là où on préfère jouer, c'est dans des endroits comme ça où on a, c'est vrai, pas beaucoup de place, mais je sais pas, c'est là où on se sent le plus à l'aise. Actuellement quoi, et on a le public à côté de nous, on sent la sueur, c'est cool. Voilà, oui. On peut se sentir aussi la sueur des musiciens, c'est cool aussi. Moins cool. Vous avez des sites, des chaînes YouTube, quelqu'un veut en parler ? On est sur, alors d'un point de vue des réseaux sociaux, on est bien sûr sur Facebook, Instagram, les classiques des réseaux sociaux, et d'un point de vue de la musique, on est sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music. On est facilement trouvable, il n'y a pas de problème pour ça. Et Bandcamp pour ceux qui ne sont pas plateformes. Qui ne sont pas plateformes et qui sont un petit peu alternatifs. Ça, c'est des braves. Voilà. On les encourage. On leur fait des gros bisous. Messieurs, je vous souhaite un très beau concert et à bientôt sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac. Merci. Merci beaucoup. Merci. Hotels coming around, and everyone's dancing and turn around. Today they wear their wonderful clothes, yes, but I can tell they take me with the rush. Party time, hard to drive.
Les chroniques terriennes, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui y ont participé ainsi que ceux qui les ont écoutés. Si un sujet vous passionne, que vous souhaitez vous exprimer à la radio, vous pouvez me contacter au 07 69 25 96 69. Retrouvez votre émission sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le replay de Radio Pays d'Aurillac. Au revoir à toutes, au revoir à tous et à la semaine prochaine. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? La ville de demain sera cet ensemble où chacun sera déterminé dans son travail et ses loisirs.